Bonjour, bonsoir. Bienvenue au magazine économique si vous écoutez la radio et la chaîne 52, c'est Télémétropole. Cette émission, comme vous le savez, sera disponible sur YouTube de Radio Métropole et c'est encore un plaisir de vous retrouver après vraiment quelques jours sans émission. Nous allons nous rendre du côté des États-Unis parce qu'il y a un hot summer, un été très chaud sur le plan politique tout au moins et on va parler avec notre ami Robert Fatton, ancien, vous pourrez dire, chroniqueur sportif de Radio Métropole, pas de Télémétropole, qui nous donne quelques informations et nous permet de mieux comprendre la situation aux États-Unis. Robert Fatton, merci d'avoir répondu à l'invitation une nouvelle fois. Merci à toi parce que je suis très content d'être à Radio Métropole. Comme tu dis, je suis un des anciens. C'est l'époque de Bob Lemoine et tout ce monde-là. Tout à fait. Et Andrew Widmeyer. Et j'ai vu... Je suis là. On va parler de politique, mais Real Madrid est toujours derrière toi, hein? Ah oui, moi je suis toujours un fanatique malade. J'ai une maladie du football et une maladie du Real Madrid. Quand je te dis que je ne pouvais pas venir à 1h30, 2h, c'est parce qu'il y a un match à 3h. Donc il me faut. Donc c'est un match de football. C'est ça mon meeting. Tu sais, je le dis vraiment franchement. Merci pour inside information. Et comment ça? Est-ce que tu suis Messi aux États-Unis? C'est un phénomène, oui, cette histoire-là. Il a pris sa retraite, mais une belle retraite parce qu'il ne fait que gagner. L'équipe dans laquelle il est, c'était une très mauvaise équipe et avec lui, maintenant, ils ne font que gagner. On va voir si ça va continuer. Mais il marque beaucoup de buts. Ça fait pousser le football aux États-Unis. C'est une chose qui commence à être un sport national de plus en plus. En effet, tu as raison. De toute façon, on va revenir à la politique. C'est ton dada, c'est ce que tu aimes, donc on va en parler. Comme j'ai dit, c'est un été très chaud. C'est presque un changement climatique sur le plan politique aux États-Unis. Voilà un président américain, pour la première fois de l'histoire. Bon, Nixon avait failli se retrouver dans cette situation, mais Trump avec 4 indictments, à savoir 4 implications. Qu'est-ce qui se passe quand même là? Enfin, il a fait pas mal de choses qui ont mené à ces inculpations. Mais de notre côté, ces inculpations sont plus ou moins inédites. Ce sont des cas très, très spéciaux. Et comme on peut se rappeler, il a ces 4 cas. Un cas, c'est avec une femme qui était une actrice porno. Il a donné de l'argent pour, en fait, couvrir cette histoire-là. Comme quand il était à l'élection pour la présidence la dernière fois, eh bien, ça ne deviendrait pas public. C'est un cas un peu bizarre. Il y a un deuxième cas qui est un peu plus sérieux, c'est bien sûr les documents classifiés. Et là, il y a ce qu'on appelle l'espionnage Act. Et c'est un espionnage qui n'a pas été utilisé véritablement beaucoup de fois, mais on a profité de ce que Trump a fait avec pas mal de documents classifiés pour l'accuser de garder ces documents et de garder ces documents d'une manière illégale. Donc ça, c'est la deuxième inculpation. La troisième inculpation, c'est sur, soi-disant, l'insurrection juste avant l'investiture de Joe Biden. Donc, on déclare que M. Trump a menti avec intention afin de renverser les résultats et d'empêcher le Congrès d'accepter la présidence de Biden. Et le dernier cas, c'est le cas de Georgie. Et là, c'est à cause encore de l'élection. Il avait téléphoné à certains individus qui étaient, qui contrôlaient les élections pour demander s'il n'y avait pas une dizaine de milliers de votes qu'il pourrait avoir afin de gagner. Et c'est encore plus ou moins le même cas, d'une certaine manière, que l'histoire de l'assaut au Congrès. C'est pour renverser les résultats en Géorgie, l'État de Géorgie, et en renversant les résultats de l'État de Géorgie, Trump avait des possibilités d'être réélu. Donc nous avons des cas assez importants, et surtout le cas de la Géorgie, parce que si on le trouve coupable, il va directement en prison et ce sera très difficile pour lui de sortir de la prison. Mais il se peut, et ce sera vraiment encore beaucoup plus inédit,
que Trump soit candidat des républicains et qu'il puisse être vainqueur des élections et qu'il soit en prison en Géorgie. Mais on n'est pas encore là. Il y a beaucoup de versions tout à fait différentes de tous ces cas-là. Si on est du côté démocrate, on pense que tous ces cas sont des cas qui sont solides. Si on est côté des populistes républicains, tout ça, c'est bien sûr comme une vendetta contre Trump. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais ça va être une saison politique tout à fait intéressante, dans la mesure où on pourrait avoir M. Trump en prison, ou bien du moins face à des jurys dans 4 différents cas, et on pourrait même avoir à la même période, parce que les républicains au Congrès commencent à s'exciter, et avoir un impeachment contre Biden à cause de sa relation avec son fils Hunter Biden. Donc nous sommes dans un territoire tout à fait neuf et qui est plein de problèmes pour la politique américaine. Et le climat politique américain est un climat qui est très bizarre. Je n'ai jamais vu les États-Unis si divisés au point de vue politique, et on peut voir ça par la couverture que les grands médias des États-Unis sont en train de faire à propos de Trump. C'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment il y a deux Amériques, une Amérique qui est tout à fait contre Trump et une autre Amérique qui, même si elle n'aime pas Trump, pense que Trump a souffert la politique de la justice menée par le camp démocrate pour l'empêcher d'être un candidat à la présidence. Donc tout ça, c'est neuf, tout ça est plein de problèmes, mais jusqu'à présent, ce qui est vraiment assez étonnant, c'est que chaque fois qu'il y a une inculpation contre Trump, on voit qu'il y a un rebondissement dans l'opinion publique américaine et qui en fait est pro-Trump. Donc chaque fois qu'il y a un rebondissement, il y a c'est comme une voiture, on met de l'essence dans la voiture et la voiture dérape un peu plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec M. Trump. Et même hier soir, quand il a pris son soi-disant mugshot, il a immédiatement mis ça sur Tweet, ou bien ce qu'on appelle maintenant X, et ça a changé complètement les données de X, parce qu'il a apparemment reçu des millions et des millions de clics. Donc, il retourne, si vous voulez, l'inculpation en quelque chose qui pourrait l'emmener encore une fois à la présidence des États-Unis. Donc il y a ce côté ironique, le plus on accuse Trump, le plus sa base politique s'agrandit et le plus il a le vent en poupe. Donc on verra si ce sera quelque chose qui va continuer, ou bien si finalement toutes ces inculpations deviendront un fardeau pour M. Trump, ou si en fait ces inculpations vont transformer M. Trump en une victime, et une victime plus ou moins sympathique. Et à ce moment-là, toutes ces inculpations seraient la meilleure manière pour lui de gagner encore une victoire pour aller à la Maison-Blanche. Vraiment, tu as bien mis en contexte pour nous la situation aux États-Unis. Et en fait, c'est une Amérique totalement divisée. Et comme tu as si bien dit, tu étudies l'Amérique depuis quelque temps déjà en sciences politiques, et on n'a jamais vu une telle situation. Et voilà, on met de l'huile sur le feu avec Biden qui pourrait être impeach. Donc ça met vraiment le pays, les deux principaux candidats pour les prochaines élections dans une telle situation. D'autres pays sont en train peut-être de sourire et même de rire. Voilà, et le champion de la démocratie qui donne cet exemple devant le monde en quelque sorte, cette situation. Mais tu as bien dit que chaque fois qu'il est inculpé, et sa popularité augmente. D'ailleurs, il est le grand gagnant aujourd'hui dans la course pour le Parti républicain, avec plus de 40%, et le reste, DeSantis avec une marge assez importante. Le Parti républicain, comment ça évolue aujourd'hui? C'est un parti qui ne sait pas exactement quoi faire. Il
il y a eu un débat, c'était le débat de mercredi soir. Le tout premier? Pardon? Le tout premier de la campagne? Le tout premier des Républicains. Et c'était un débat assez intéressant parce que les candidats avaient quelques problèmes à se prononcer sur M. Trump, à part celui qui est très jeune et qui a le vent en poupe, et ça c'est Vivek Ramaswamy. Et il a déclaré carrément que Trump était le meilleur président du 21e siècle. En fait, on a à peine 24 ans dans ce siècle, mais en fait, il a déclaré que c'était le meilleur président du 21e siècle et qu'il supporte Trump et que ce sont les démocrates qui veulent avoir une vendetta contre Trump. Et il a plus ou moins épousé toutes les positions de M. Trump. Donc Vivek, c'est celui... Tu m'excuses, est-ce une façon pour lui d'attirer l'électorat de Trump si Trump ne peut pas apparaître? Je crois que c'est sa stratégie. Okay. Soit il attire l'électorat de Trump si Trump s'en va, et c'est probablement un électorat qui lui donnerait une victoire, ou il essaie de devenir un vice-président, ou bien il commence à mettre sa présence dans le monde politique républicain afin de, la prochaine fois, de se présenter comme président, ou bien il aura une position au cabinet de M. Trump. Donc il y a Vivek qui est un peu tout seul là. Et il y a l'autre, le gouverneur de la Floride, et tout le monde pensait que c'était le grand adversaire de M. Trump, mais la campagne n'a pas été très bonne. Il a un problème parce qu'il s'était identifié avec M. Trump, et maintenant il essaie de mettre une distance entre lui et M. Trump, et d'ailleurs, Trump a commencé à l'attaquer et lui a nommé beaucoup de choses. Donc, c'est la manière typique de Donald Trump d'éliminer des adversaires. Il se moque d'eux et ça n'a pas bien joué pour monsieur DeSantis, bien que pendant le débat, il a maintenu une certaine distance vis-à-vis de toutes les positions. Il n'a pas été attaqué par quiconque dans ce débat, et la plupart des attaques étaient contre Vivek Ramaswamy. Donc, il y a DeSantis, Vivek Ramaswamy, il y a bien sûr l'ancienne gouverneure de l'État de la Caroline du Sud, Nikki Haley, qui est une femme de droite, et surtout au point de vue de la politique extérieure. C'est plus ou moins comme le Reagan ressuscité. Et il y a le quatrième candidat qui est plus ou moins là, c'est l'ancien vice-président Mike Pence. Mais Pence, il a un problème parce qu'il est devenu une figure politique nationale à cause de Trump, mais on le voit du côté républicain comme un traître, parce qu'il n'a pas justement voté pour ce que Trump voulait quand il siégeait au Congrès afin de changer les électeurs. Donc, M. Pence a un problème, mais il a une base, une base religieuse, ce qu'on appelle le vote évangélique, qui est tout à fait avec M. Pence. Et M. Pence parle beaucoup justement de l'avortement. C'est véritablement ça. C'est ce qui le supporte, mais le problème, c'est que la majorité des Américains, même s'ils sont contre l'avortement, ils supportent malgré tout un avortement qui pourrait aller jusqu'à 15, 16, 17 semaines après la grossesse. Donc, ce sont ces 4 candidats qui sont là, mais comme tu l'as bien dit, Trump, il a 40-50 points d'avantage avec le premier, qui est jusqu'à présent, je crois que c'est DeSantis, mais après le débat, il se peut que Vivek puisse être le numéro 2, mais on verra bien. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun de ces candidats véritablement pourrait battre Trump à ce moment-là. La question est de savoir si, avec toutes ces inculpations, eh bien, l'électorat républicain dit, bon, on aime bien Trump, mais c'est un fardeau et il ne pourra pas gagner l'élection générale parce que ces inculpations c'est véritablement un fardeau qui l'empêcherait de gagner les élections
national. D'un autre côté, il y a bien sûr monsieur Biden, et on peut voir d'une manière claire et nette que M. Biden, dans ces derniers mois, a eu un déclin physique et mental. Il ne faut pas cacher la vérité. Il a été, par exemple, dernièrement à Hawaï, où il y a eu tous ces incendies, et sa présence là a été véritablement une catastrophe. Donc les démocrates se demandent finalement s'ils veulent continuer avec M. Biden, et si ce n'est pas M. Biden, on ne sait pas qui sera le remplaçant de Biden. Peut-être que ce sera Kamala Harris, mais Kamala Harris n'est pas très populaire également. Donc nous avons une situation politique qui est... Il y a un malaise politique en Haïti. La plupart des institutions sont en train d'être délégitimées, surtout les institutions juridiques. Et ça dépend des cas. Quand la Cour suprême des États-Unis a en fait éliminer l'avortement comme une chose légale, nationale, et remis aux États le droit de choisir leur politique, les démocrates disaient que la Cour suprême n'était pas légitime. Mais maintenant, ce qu'on appelle les attorney general à New York et à Washington et en Géorgie, maintenant, ils voient le système juridique comme un système légitime. Et c'est juste le contraire avec les républicains. Donc, il y a un malaise politique, il y a une division politique. Et je ne sais pas si cette chanson qui est devenue le numéro 1 sur Spotify, une chanson qui a été faite par un individu tout à fait inconnu et qui est devenue quelque chose de national, et c'est une chanson qui lamente la crise des États-Unis, la crise de la classe ouvrière, surtout la classe ouvrière blanche, et tout ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans le monde politique américain et dans la société américaine également. Yep. Un grand malaise, on pourrait dire. On va parler des démocrates au cours de la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur le 100.1 et sur la chaîne 52 Télémétropole. L'émission magazine économique et bien sûr le rendez-vous économique. À tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. Et cette émission est disponible, comme vous savez, sur YouTube et vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Nous sommes du côté des États-Unis, nous regardons le grand voisin du Nord qui, en général, donne des leçons au reste du monde en termes de démocratie et dans une situation extrêmement difficile. Et comme d'habitude, on analyse la situation avec Robert Fatton, qui est basé du côté de Virginia. Robert, on en parlait de la situation du Parti républicain, et toutes les difficultés que l'on connaît. Le Parti démocrate, on avait commencé à parler de Biden. Donc, il n'y aura pas de primaire au niveau des démocrates? Bon, vous avez Robert Kennedy, le fils de Robert Kennedy, c'est Robert Kennedy Jr., qui est un candidat, et il y a une candidate également, j'oublie son nom. Donc, il y a deux candidats du côté des démocrates, mais M. Biden a déjà déclaré qu'il n'y aura pas de débat et d'après les sondages, il devrait gagner les élections très aisément. Comment ça se fait normalement? Comment on provoque les campagnes lorsque l'incumbent, à savoir le président, est au pouvoir? Comment ça se fait dans les partis? Ouais, ça a déjà fait. Par exemple, si on peut se rappeler très bien au moment, dans les années 60, quand le président Johnson était très impopulaire à cause de la guerre au Vietnam, et il a finalement... il avait gagné l'élection primaire, mais il a gagné d'une manière très étroite et il a été obligé de se retirer de la campagne présidentielle. C'était l'époque de McCarthy, l'époque de Bob Kennedy, c'était l'époque également finalement de Hubert Humphrey. Donc c'était des candidats qui étaient là et qui étaient prêts à prendre la relève. Le problème maintenant à l'heure actuelle pour les démocrates, c'est qu'il n'y a véritablement personne pour le moment qu'on puisse considérer comme un candidat plus ou moins fort, idéal
pour remplacer M. Biden. Comme j'ai dit, il y a Kamala Harris, mais elle a des problèmes. Il y a peut-être le gouverneur de la Californie, mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas présentés. Et la candidature de Robert Kennedy fait problème pour les démocrates parce qu'on voit que M. Kennedy a un certain populisme qui s'approche d'une certaine manière de celui de M. Trump. Il parle beaucoup de l'immigration, il veut arrêter ça, il veut arrêter la guerre en Ukraine, il veut également mettre en cause des institutions comme la CIA et le FBI. Donc, ce n'est pas le candidat idéal d'après les démocrates et surtout les démocrates qui sont du centre, si vous voulez, du monde politique démocrate. Donc, et comment remplacer M. Biden? Ça, c'est la question. Et je crois que on ne va pas voir beaucoup de débats avec M. Biden. On ne le voit pratiquement jamais dans une conférence de presse. Il est toujours bien gardé par ses conseillers. Et je crois qu'il y a une véritable question, malgré tout, à propos de son état de santé et de sa capacité véritablement de gouverner les États-Unis. Depuis pas mal de semaines, il est pratiquement en vacances permanentes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et même les démocrates, ils ne le disent pas publiquement, mais il y a des chuchotements. Qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Donc, nous avons des deux côtés des interrogations qui sont des interrogations très, très importantes à propos de leurs candidats respectifs. Ça crée une grosse incertitude, je pourrais dire, pour la puissance américaine et avec ce qui se passe à travers le monde, un monde très incertain. Donc, c'est pas normal que les États-Unis se retrouvent dans une telle situation des deux côtés de la barrière. Oui. Mais si on regarde la situation économique ces derniers mois, donc, au niveau du taux de chômage, c'est assez faible, on est presque au plein emploi. Ils ont pu quand même lutter contre l'inflation, parce que l'année dernière encore on était à plus de 7%, voilà qu'ils ramènent ça en dessous de 4%. Mais je sais que les Américains en général, lorsque ça va bien sur le plan économique, ils ont tendance à donner certains crédits à celui qui dirige. Est-ce que ça fait une différence? Il y a quelque chose, il y a un décalage là entre les chiffres et la réalité, ou du moins comme la réalité qui est perçue par les Américains. D'une manière assez étonnante, ils ne pensent pas que l'économie marche très bien. Il n'y a pas beaucoup de chômage, mais les salaires ne sont pas tellement élevés. Il y a une certaine crise. Et quand on regarde la situation dans les grandes villes des États-Unis, même s'il y a d'un côté un certain boom, il y a de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le problème des homeless, les gens qui vivent dans les rues. Et je crois que c'est quelque chose qui mène à une conclusion que les choses ne vont pas aussi bien que M. Biden le voudrait. D'un autre côté, l'inflation a baissé, c'est certain, mais il y a cette hantise que l'inflation va recommencer. Et d'ailleurs, le chef de la Banque centrale des États-Unis a déclaré ce matin que le combat contre l'inflation doit continuer. Donc, et ça présente des problèmes économiques également, parce que si on combat l'inflation et si les taux d'intérêt augmentent, le problème maintenant, c'est ce qui va se passer pour acheter des maisons, acheter des voitures, etc., etc. Donc, il y a une tension qui n'est pas entièrement résolue. Mais M. Biden n'a pas véritablement profité de l'économie actuelle des États-Unis. Je ne pense pas, et même les sondages le disent, ils disent que enfin, l'économie ne marche pas très bien. Et bien sûr, si du point de vue des Américains, l'économie ne marche pas très bien, eh bien, la candidature de M. Biden ne marchera pas très bien. Mais on a encore une année, donc tout peut changer. L'économie pourrait avoir une crise ou l'inflation serait véritablement combattue et le chômage serait très bas, le taux d'intérêt rebaisserait. Donc, il y a possibilité également que l'économie soit dans un meilleur moment à l'époque des élections.
mais c'est peut-être un peu trop tard parce que les perceptions sont très dures. Il faut changer ça et c'est pas facile. Yep. La perception et le ressenti, comme on dit en général, parce Oui, qu'on peut voir les chiffres, mais les personnes qui en subissent en souffrent considérablement. oui, Restons dans l'économie, vous venez de citer particulièrement Jerome Powell, à savoir qui est le président de la Federal Reserve. Cette semaine, il y a une réunion très importante, la grande messe qui se tient en quelque sorte à Jackson Hole. Donc, il veut maintenir les taux d'intérêt élevés. Est-ce que ça ne va pas créer un choc, particulièrement avec les démocrates au Sénat ou encore au Congrès américain, qui vont reprocher à Biden d'avoir choisi ce républicain pour diriger cette situation, et ça va créer peut-être une crise politique, parce que si on continue à augmenter les taux d'intérêt, la récession, le soft landing va disparaître, donc, et ça peut créer maintenant une situation beaucoup plus difficile. Est-ce qu'encore, ce n'est pas très politisé même à ce niveau-là? oui, tout est politisé maintenant aux États-Unis. Mais je pense que les démocrates auront des problèmes à attaquer Biden, à moins qu'ils veulent véritablement s'en débarrasser. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autre choix. On parle, on chuchote que peut-être le gouverneur de la Californie sera un bon candidat, mais il n'y a pas d'alternative jusqu'à présent à M. Biden. Mais d'un autre côté, à l'âge de M. Biden, une année, c'est quelque chose d'assez long et peut-être que sa santé elle ne va pas s'améliorer et qu'il y aura véritablement une crise et il faudra décider à un moment donné qui va remplacer M. Biden. Mais c'est très compliqué parce que si on voudrait remplacer M. Biden l'année prochaine, qui va le remplacer? Ce sera Mme Harris, Kamala Harris. Mais Kamala Harris a un problème avec l'électorat américain. Elle n'est pas beaucoup plus populaire que M. Biden. Donc, nous sommes encore dans cette incertitude et avec des points d'interrogation qui sont des points d'interrogation énormes. Et comme tu le disais, les États-Unis sont un peu à la dérive. Donc, est-ce qu'on sent ça également et au niveau de la population et du côté de Washington Je crois qu'il y a malaise. On se demande ce qui se passe. On se demande, bien sûr, à propos de l'économie, on se demande ce qui va se passer avec la Chine, ce qui va se passer avec la Russie, ce qui va se passer en Ukraine. Donc, il y a des points stratégiques qui sont de plus en plus importants et inquiétants pour les Américains. La guerre en Ukraine, qui était plus ou moins populaire, maintenant est de moins en moins populaire parce que beaucoup d'Américains pensent que l'argent qui est envoyé en Ukraine serait beaucoup mieux utilisé aux États-Unis. Donc, il y a cette idée que l'Ukraine ne devrait pas avoir la priorité. Il y a bien sûr également l'histoire de l'immigration qui continue à être un thème très important dans la politique américaine, et non seulement avec les républicains, mais avec des démocrates, surtout dans les grandes villes, par exemple à New York. Il y a un problème maintenant pour les démocrates qui voulaient accepter l'immigration, mais maintenant ça devient très cher. Donc, il y a les mêmes problèmes sont toujours là. L'immigration, la politique étrangère, que faut-il faire avec l'Ukraine? Quelles seraient les meilleures relations avec la Chine, avec l'Iran? Et tout ça dans un contexte international qui commence à changer d'une manière assez importante. On a pu voir avec BRIC, qui a maintenant le début d'une alternative au monde industrialisé occidental. Donc, ce sont toutes ces histoires-là qui donnent un sens de plus ou moins de dérive, ou plus ou moins un certain déclin, si vous voulez, de l'Empire américain. On va laisser l'immigration et particulièrement les BRICS pour la dernière partie. Maintenant, on a parlé des démêlés de Donald Trump avec la justice américaine. On parlait d'Ukraine, mais également, Biden a son problème avec son fils. Oui. Donc, c'est quoi ça exactement? C'est une histoire assez un peu compliquée et qui n'est pas trop compliquée également. Je pense, enfin ça c'est mon opinion personnelle, que Hunter Biden, le fils de Biden, a utilisé son père afin de gagner de l'argent. Donc, il s'est mis dans des business avec en Ukraine, en Chine, en Russie. Donc, ce sont des
c'est un échange d'influence pour de l'argent. La question majeure, c'est pas seulement avec Hunter, c'est si, en fait, cet argent a été distribué non seulement à la famille de Biden, ce qu'on sait déjà, mais si le président lui-même, Joe Biden, a eu un rôle dans cette circulation, si vous voulez, distribution de l'argent que Hunter Biden a gagné. Et ça, c'est un côté de l'histoire. L'autre côté, c'est qu'il y a eu une investigation de Hunter Biden, et cette investigation allait, soi-disant, mener à excuser M. Biden pour certains problèmes avec la possession d'armes à feu, la drogue, etc., et qu'on allait l'excuser. Et non seulement l'excuser pour ces deux problèmes, mais excuser pour quel que soit un autre problème juridique. Et quand ils sont arrivés devant le juge a demandé, mais comment ça peut se faire que vous voulez donner l'immunité perpétuelle à M. Hunter Biden? Et on a demandé ça aux avocats. Ils ont dit, bon, c'est ce on accepte ça des deux côtés. Mais finalement, le juge a demandé au juge, à l'avocat du département de la justice si c'est une chose normale, et il a dit non, c'est un cas unique. Et à ce moment-là, le juge a dit bon, ce dossier, il faut le revoir. Et maintenant, il se peut que M. Hunter Biden soit devant un tribunal et même puisse aller en prison, et avec le Congrès américain, dominé par les républicains, qui sont en train d'examiner les connexions de Hunter Biden avec l'Ukraine et avec Joe Biden, et ça peut devenir très grave. D'autant plus que les républicains, surtout ceux qui sont au Congrès, pensent que ce qu'on fait à M. Trump, on doit le faire également à M. Biden. Donc, on pourrait avoir un début d'impeachment contre M. Biden. Et d'ailleurs, Jim Jordan, qui est un des congressmen les plus importants du côté républicain, est en train de faire une initiative qui pourrait mener, en fait, à un impeachment. Donc, c'est très compliqué. Et on a vu également que le président Biden avait déclaré qu'il n'avait aucune connexion avec Hunter Biden et ses entreprises. Et maintenant, on sait que ça, c'est tout à fait faux, en fait, qu'il a mangé avec les associés de M. Hunter Biden, qu'il a fait des coups de téléphone, qu'il y avait des gens dans l'avion de M. Biden quand il était vice-président qui étaient des business partners de Hunter Biden. Donc, il y a toute une histoire qui peut devenir une histoire très sordide. Et on verra ce qui va se passer. Mais tout ça, ce sont des suppositions, ce ne sont pas des certitudes. C'est sûr. Juste imaginer si les deux principaux favoris à la course, dans la course particulièrement à la Maison-Blanche, ne puissent participer. Je veux parler de Trump avec ses problèmes d'implication. Et du côté de Biden, en cas d'un impeachment, ce serait vraiment une situation totalement étrange aux États-Unis. On va prendre la pause, la dernière, on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission. On va parler de migration et également des BRICS qui posent de sérieux problèmes à l'Occident, pas seulement aux États-Unis. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le dimanche soir 7h sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission qui sera disponible, comme vous savez, sur YouTube. Notre invité, Robert Fatton, qui analyse ce qu'on appelle political circle, à savoir, c'est un véritable cirque que nous avons aux États-Unis aujourd'hui, des deux côtés de la barrière, que ce soit du côté des démocrates ou encore du côté des républicains. On en parlait tantôt, l'aspect migratoire, qui nous intéresse considérablement en Haïti, parce que le programme humanitaire de Joe Biden
fait des vagues en Haïti. Nous avons réellement beaucoup d'Haïtiens, on parle même de plus de 60 000 Haïtiens qui ont déjà laissé Haïti pour aller aux États-Unis. Et on en perd des jeunes, on en perd également toute une fuite de cerveau et ça pose de sérieuses difficultés. Je sais, Robert, qu'il y a actuellement, je sais quoi, au Texas, devant un juge américain, on est en train de prendre une décision assez importante concernant ce programme. Quel est le problème posé par ce programme et comment ça résout le problème migratoire pour les démocrates et pourquoi les républicains sont aussi farouchement opposés à cette initiative? Bon, les républicains ont toujours été contre l'immigration, ce qu'ils disent l'immigration illégale. On peut se rappeler du discours de M. Trump quand il a dit qu'il ne voulait pas, excusez le langage, mais il ne voulait pas d'immigrants venant de shitholes. Donc ça, c'est la position de la plupart des républicains. M. Trump a déclaré ça d'une manière tout à fait plus ou moins raciste, en fait, même pas élégante, mais c'est véritablement ce que la plupart des politiciens républicains et même des démocrates pensent. Le problème pour l'immigration, c'est que les républicains au Texas et en Floride avaient décidé de renvoyer les immigrants qui n'étaient pas tout à fait, qui n'avaient pas les papiers, si vous voulez, les envoyer à New York, à Washington, et cela a créé des problèmes dans ces villes. Et maintenant, ce sont les démocrates qui font face à ces problèmes. Donc la question de l'immigration, c'est une question qui revient à chaque élection, et surtout pendant les élections présidentielles. Et ce n'est pas clair comment on va résoudre cela. Je crois que finalement, ça devra aller jusqu'à la Cour suprême afin d'avoir une résolution. Mais même s'il y a une résolution, on peut toujours avoir des détours avec de nouvelles lois dans certains États. Et donc, je crois qu'on est simplement au début de tous ces problèmes juridiques pour résoudre le problème de l'immigration. Et je ne vois pas ce problème résolu dans un avenir proche. Parce que je ne crois pas qu'on puisse arrêter l'immigration illégale avec les problèmes économiques qui existent dans tous les pays de l'Amérique centrale et dans les Caraïbes et bien sûr en Haïti. Donc, il faut savoir que malgré les déclarations de beaucoup d'Américains qui aiment les immigrants, il y a une tendance à dire « enough is enough ». Donc, du côté politique, c'est compliqué et il y a toujours des appels à des instances plus hautes dans la juridiction américaine. Donc, je ne crois pas que ça va changer beaucoup de choses pour le moment. Ce sera peut-être un petit délai si ce que M. Biden veut dans l'histoire du refoulement des immigrants. Là, tu penses que ça va jouer dans le débat au cours des élections? Ah oui, ça va, c'est inévitable. C'est inévitable parce que même si M. Biden n'a pas véritablement ouvert les frontières des États-Unis, les républicains vont dire qu'il n'y a pas de frontières, qu'il laisse n'importe qui rentrer aux États-Unis. Et M. Biden, sa réponse sera une réponse assez compliquée parce qu'il ne veut pas se faire voir comme quelqu'un qui accepte l'immigration sans frontières. Mais il veut en même temps, pour son électorat latino, pour son électorat noir américain, il veut montrer qu'il n'est pas quelqu'un qui est contre l'immigration, surtout contre l'immigration venant de l'Amérique latine et venant de l'Amérique centrale et des Caraïbes. Donc nous aurons le même discours encore, les mêmes débats. Et si c'est Trump, il va dire que s'il devient président, il finira le mur qu'il avait commencé à construire et que s'il devient président, il n'y aura pas d'immigration illégale et qu'il renverra, quel que soit l'individu qui rentre illégalement, il les renverra d'où qu'ils viennent. Monsieur Biden a un problème.
Et ce qui est intéressant également avec Biden, c'est que dans les années 90, il était très, très, très ferme à propos de l'immigration. Il voulait une immigration qui soit très contrôlée. Mais son élection à la présidence a changé un peu sa position parce que sa base politique veut une immigration bien plus souple et qui accepte les gens de couleur à rentrer aux États-Unis avec beaucoup moins de problèmes que si c'était M. Trump. Prenons les trois grands États du Sud où il y a beaucoup d'immigrés. Nous parlons de la Californie, nous parlons du Texas et de la Floride. Qui va en profiter d'une politique migratoire au niveau de ces trois États? Il y a des contradictions parce que, par exemple, au Texas, ils ont besoin d'une main-d'œuvre qui ne soit pas trop chère. C'est ça. Donc, les immigrants, ils jouent leur jeu là. C'est la même chose en Californie et c'est plus ou moins la même chose en Floride. Il y aurait peut-être une possibilité de donner des visas de travail à ces immigrants. Ils rentreraient pendant les saisons où ils devraient être actifs dans l'agriculture et puis ils repartiraient et à un moment donné, ces immigrants pourraient appliquer pour le green card. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'il y a, enfin, il y a un discours un peu démagogue à propos de l'immigration parce que l'économie dans certains États est très dépendante de la main-d'œuvre à bon marché. Donc, il y a cette tension économique et les tensions politiques. Mais de notre côté, il y a le ras-le-bol également de pas mal d'Américains avec l'immigration, parce que les Américains qui ont le ras-le-bol avec l'immigration déclarent que ce sont des immigrants qui viennent prendre les meilleurs, enfin, le travail des Américains. Ce qui est plus ou moins faux, parce que la plupart des immigrants qui viennent illégalement aux États-Unis, ils sont véritablement dans les souterrains, si vous voulez, de la main-d'œuvre. Et ceux qui viennent légalement, ce sont eux qui sont des ingénieurs, des docteurs, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la politique américaine. C'est un discours qui est plus ou moins raciste et qui veut utiliser ça afin de gagner des voix de l'électorat américain. Maintenant, en analysant vraiment la situation américaine, on a parlé combien le pays est divisé, avec tous ces groupes, toutes ces classes qui se développent là, et on parle de l'Amérique profonde, on parle également de ce qui se passe sur la côte Est, parce qu'il y a un mouvement même de personnes du Nord-Est vers le Sud, ce qui n'a pas été vu depuis quelque temps déjà. Comment va-t-on pouvoir diriger ce pays? C'est un véritable capharnaüm, cette histoire-là. Enfin, les États-Unis ont beaucoup de problèmes. Je pense que c'est un empire, comme je le disais, en déclin, mais c'est pas un déclin inévitable. C'est un pays qui a d'énormes ressources intellectuelles, scientifiques, qui a des moyens qui dépassent les moyens de la plupart des pays du monde. Donc, je pense que on pourrait renverser cela. Mais ça va être très compliqué parce que ce qui s'est passé pendant les 10 ou 15 dernières années a mené à ce malaise, cette division politique et également, ce sont des divisions qui reflètent ce qui s'est passé avec la globalisation, c'est-à-dire que la main-d'œuvre ouvrière américaine a été la grande perdante de la globalisation et c'est pourquoi je pense que le populisme qu'on a vu de M. Trump, ou bien populisme plus ou moins de droite comme celui de Kennedy, pourrait offrir quelque chose de nouveau, mais qui ne serait pas nécessairement une solution. Donc, il faut revoir tout ça. Et il y a la compétition, bien sûr, avec la Chine. Et on voit que la politique économique que M. Trump avait menée et qui avait été critiquée par M. Biden, c'est une politique économique qui continue avec M. Biden lui-même. Le problème, c'est comment changer l'économie américaine afin que l'industrie américaine se remette sur pied
avec une classe ouvrière qui a été délaissée, surtout dans le Midwest. Et ça, c'est très compliqué parce que ça a à voir non seulement avec la politique intérieure, mais également avec la politique extérieure, et que l'économie des États-Unis, c'est une économie qui a de plus en plus de services et de la haute technologie, et l'industrie typique des années 80, des années 70, c'est une économie qui a plus ou moins disparu dans les États-Unis et qui s'en est allée en Chine, en Corée du Sud, etc. Donc, il y a un changement économique qui devrait avoir lieu si on veut changer les données avec la classe ouvrière américaine qui se sent délaissée et exploitée. Et ça, c'est pas une majorité, mais c'est probablement 30%, 30-35% de la population. Et ce changement socio-économique a changé la nature du Parti démocrate. Le Parti démocrate, maintenant, c'est un parti qui devient de plus en plus celui du monde intellectuel, du monde de la technologie, de l'informatique et des choses comme ça, avec des gens qui ont des salaires assez élevés. Et c'est pas le même Parti démocrate des années 60, des années 50 ou des années même 70. Ça a changé d'une manière assez intéressante. Et maintenant, c'est l'ironie véritablement de la politique américaine. La classe ouvrière, surtout la classe ouvrière blanche, se reconnaît maintenant dans le Parti républicain, bien que le Parti républicain, c'est le parti, en fait, de beaucoup des élites financières. Donc, nous avons un changement politique et nous avons également une aliénation assez haute dans la société américaine. On peut voir ça dans les élections. Si on arrive à 55% de participation, c'est énorme. Les élections locales, il y a à peine 30-40%. Donc, il y a un désenchantement avec la situation actuelle, la situation politique et la situation économique. Et je crois que c'est ce que je parle du malaise américain que nous vivons maintenant. Tout à fait. Et bien sûr, je parle du déclin des États-Unis. C'est un déclin qu'on peut voir. C'est pas un déclin définitif et inévitable, mais il y a des tendances qui pourraient amener au pessimisme. Et une question qui intéresse les Haïtiens, que ce soit à l'intérieur ou dans la diaspora nord-américaine, quelle est la probabilité pour qu'une décision de justice stoppe le programme de Biden? Ça, je ne sais pas. Je dois être franc, je n'ai pas tellement suivi ça parce que finalement, je ne sais pas si ce qui va être déclaré par ce tribunal, par ces juges, si ça va bénéficier ou si ça va, ou du moins à long terme, va être quelque chose qui va bénéficier la société haïtienne. Pour terminer, les BRICS, ça représente quel danger pour les États-Unis? C'est une alternative qui devient de plus en plus concrète. On a pu voir ça avec ce qui est arrivé ces derniers jours en Afrique du Sud. Les BRICS qui avaient 5 pays, maintenant ils ont 11 pays. Et ce sont des pays très importants qui ont des ressources naturelles excessives, mais qui vraiment domineraient le commerce international. Et bien sûr, ce sont des puissances non seulement économiques, mais aussi, également des puissances économiques et politiques et militaires. Ce qui est intéressant avec le BRIC, c'est peut-être le commencement du début de la fin du dollar comme la seule et dominante monnaie pour le commerce international. Et c'est là qu'il y a le danger encore pour précipiter un déclin américain, parce que si ces pays de BRIC commencent à rentrer dans un commerce entre les membres du BRIC, sans compter du dollar, ça représente quelque chose de très sérieux pour la puissance américaine. Ce processus, ce qu'on appelle de dédollarisation du commerce international, pourrait en fait présenter un grand danger pour non seulement la puissance américaine du point de vue extérieur, mais également de l'économie américaine au niveau domestique. Quand on voit que la Chine, l'Inde, la Russie,
l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, oui, les Émirats arabes unis. l'Égypte, ce sont des puissances du point de vue ressources naturelles. C'est ça. Ils pourraient dominer le pétrole, ils pourraient dominer la production de l'uranium et de tout ça. Et il y a bien sûr une industrie comme celle de la Chine pourrait en profiter. Et ce qui pourrait être encore plus important, c'est que la Chine pourrait maintenant abandonner, si vous voulez, graduellement les États-Unis comme partenaire et s'occuper de ces pays, investir dans ces pays et recevoir en tour les ressources naturelles dont elle a besoin pour ses industries et pour son développement. Donc ça peut être un grand changement et c'est un changement qui va minimiser la puissance des États-Unis et de l'Europe. L'autre chose qui est intéressante, c'est que tous ces pays-là, la plupart d'entre eux en tout cas, ils ont à un moment donné ou à un autre subi des sanctions des États-Unis. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces pays se regroupent dans BRIC. Parce que les sanctions, on peut les éviter si maintenant le commerce se fait par exemple entre la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Les sanctions ne pourront pas avoir cet effet qu'elles avaient eu avant la construction de BRIC. Mais c'est le début simplement de cette alternative. Et il y a des conflits, bien sûr, quand on voit que la Chine et l'Inde sont dans le même groupe, ou bien que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont dans le même groupe. Il peut y avoir des tensions et il y a des niveaux de développement différents entre, par exemple, l'Afrique du Sud et la Russie ou l'Afrique du Sud et la Chine. Donc il y a des tensions dans BRIC. Mais c'est une alternative qui pourrait apporter quelque chose de tout à fait nouveau dans la politique internationale. On va voir si ça va continuer, mais pour le moment, une des grandes ironies de la guerre en Ukraine, c'est que les sanctions contre la Russie ont, d'une manière claire, précipité ces changements et les sanctions qui ont été imposées à tous ceux qui faisaient qui avaient des relations économiques avec la Russie, ces pays maintenant se regroupent et ils offrent une alternative. Donc c'est quelque chose de très important, quelque chose à suivre. Et si ça va continuer, et si ça continue, si d'ici peut-être une dizaine d'années, il y aura une monnaie qui va finalement être une monnaie qui pourra disputer la suprématie du dollar américain. Donc il faut s'attendre à un post-Covid, post-Russie-Ukraine, dans le grand échiquier mondial. Nous avons eu beaucoup de chocs. Ah oui. Bon, nous avons eu des chocs énormes. Et c'est peut-être pas fini parce qu'on ne sait pas exactement comment la guerre en Ukraine va se terminer. On ne sait pas ce qui va arriver à la politique américaine. Et si par exemple, Trump deviendrait président encore, il y aurait un chambardement dans la politique extérieure et domestique des États-Unis. Et lorsque Trump, il a dit clairement que s'il devient président, il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Je ne sais pas comment il va le faire. Il l'a promis. Mais il a déclaré qu'en 24 heures, il y aura une solution. On ne sait quelle potion magique qu'il va utiliser. Trump a toujours tout à fait. ce côté démagogue et qui peut résoudre n'importe quel problème. Terminons l'émission comme on avait commencé. Donc, je sais que ton équipe en général, ce n'est pas la Liga qui l'intéresse. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir gagner la Coupe d'Europe cette année avec Manchester City qui s'impose? J'ai toujours l'espoir. Le problème pour Madrid, c'est qu'ils n'ont pas un avant-centre. Et ça, c'est un grand problème. Donc, il faut trouver un avant-centre qui puisse marquer des buts. Benzema est parti, donc maintenant, il faut quelqu'un. Bien que j'ai vu que les premiers matchs, ils étaient très bons et qu'ils ont acheté ce joueur anglais, Bellingham, qui est véritablement un joueur très élégant. Et je ne savais pas qu'il pouvait marquer autant de buts. Je ne sais pas s'il peut maintenir ce niveau au point de vue d'un numéro 9, mais c'est un très grand joueur. Il faudrait avoir quelqu'un, numéro 9. J'ai toujours rêvé de Mbappé, mais je ne crois pas que ça va arriver. On parle beaucoup de ça. J'allais t'en parler, là, quand faut filer la langue de toi. On verra ce qui va arriver. Donc... mais ce qui est intéressant avec Madrid, c'est que même quand ils ont des équipes qui ne sont pas tellement fameuses,
ils sont toujours dangereux dans la dans la Coupe d'Europe, le Champions League. Et même l'année dernière, ils sont arrivés en demi-finale et il faut le faire, hein, ils étaient en demi-finale, surtout avec l'équipe qu'ils avaient, un Benzema qui était en déclin. Et s'il n'y a pas un NAF, s'il n'y a pas un buteur, nous avons des problèmes. Je te souhaite bonne chance alors pour l'année. Certainement. Ok, ok, Aubert, ça fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Et à la prochaine. C'est ça. Merci, à la prochaine.